Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans une série Terroir Gourmand, nous partons dans le pays de Buch découvrir deux produits typiques du bassin d'Arcachon, le bar et les huîtres. Des parcs à huîtres à leur cabane de dégustation, Géraldine et Fabrice nous feront partager leur passion pour l'ostréiculture. Puis nous partirons avec Christophe pour une pêche au bar plutôt mouvementée. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font évoluer et perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Situé dans le sud-ouest de la Gironde, entre l'océan Atlantique et la grande forêt des Landes, le bassin d'Arcachon était autrefois appelé la Petite Mer de Buch. Au cœur du pays de Buch, la végétation luxuriante de la Pinède et les dunes dessinent les reliefs de cette terre, rivalisant avec l'océan dans un véritable concours de beauté. Entre la Pointe aux Chevaux, l'île aux Oiseaux et Arcachon, un écrin maritime se forme pour offrir un petit paradis aux hommes qui y vivent. Les pêcheurs jouissent depuis des siècles de ces trésors maritimes. À chaque saison, ces produits fétiches. Si l'été, c'est la dorade royale qui engage les chasseurs marins sur le bassin, l'hiver, c'est le bar. À travers le temps, le bassin a également murmuré ses secrets dans les oreilles des agriculteurs de la mer. Ces ostréiculteurs qui profitent ici de conditions exceptionnelles pour la culture des huîtres. Après des études d'analyse biologique, Fabrice Vigier décide de reprendre l'activité ostréicole de ses grands-parents. Un retour aux sources qu'il ne regrette pas. C'est vraiment ici que je médite, que je me ressource, c'est ici que j'existe. Ma vie a fait que tout d'un coup, tu reviens à tes origines. C'est-à-dire que mon grand-père qui était là et qui était le poète, un ostréiculteur poète, il écrivait ses poèmes quand il naviguait. Ma grand-mère qui était toujours aux petits oignons pour moi. Et puis tu te dis, mais pourquoi je suis parti à l'école faire des études? Ça m'a apporté des choses. Par contre, quand tu reviens ici, que tu vois ce soleil se lever, que tu vois que tout le monde ça gueule pas, il n'y a pas de bruit, mais tu te dis c'est là qu'il faut que je sois, quoi. Fabrice n'est pas le seul à apprécier ce cadre de vie. Avec des températures douces et une bonne salinité d'eau, le bassin d'Arcachon répond parfaitement aux exigences de l'élevage d'huîtres, mais également de leur reproduction. Ces millions de petites larves font du bassin le plus grand producteur de naissains en France. L'huître rentre dans sa période de ponte à partir du moment où on passe le cap du 22-23 degrés. Et donc le bassin a cette particularité, c'est que l'eau chauffe assez pour que ça devienne une nurserie naturelle. Et donc les huîtres sont laiteuses juillet-août, et en fait cette laitance, ce sont des gamètes qu'elle va lâcher dans le milieu naturel. Et donc ces gamètes vont se féconder dans le milieu naturel et créer des petites larves qui très rapidement, dans les 15 premiers jours de leur vie, vont avoir besoin d'un support pour exister. Et ce support pour exister, nous on leur offre à travers des tuiles, des coupelles. Et là ici, tu vois, ouais, il y a 10 à 12 huîtres là, qui sont concentrées là. Ça c'est les futures huîtres pour dans 3 ans. Tout un programme attend Fabrice et ses huîtres au cours de ces 3 prochaines années. À partir de 2 mm, les huîtres sont élevées dans des sacs à maillage plus ou moins fins qui seront changés au rythme de leur croissance. Le bassin d'Arcachon compte plusieurs parcs à huîtres, avec chacun sa particularité. Des parcs à semi-élevage, préparant les larves destinées à d'autres régions ostréicoles en France, mais aussi différents parcs d'affinage et de grossissement d'huîtres. C'est à la fois l'exposition par rapport au mauvais temps, par rapport à la courantologie, c'est l'exposition par rapport à une quantité de nourriture qui va être moins grande dans le fond du bassin que dans son entrée. Voilà, c'est un petit peu tout ça que l'on fait. Il a fallu plusieurs siècles aux ostréiculteurs pour atteindre cette parfaite connaissance de leur bassin. Pour des passionnés comme Fabrice, c'est aujourd'hui un véritable art de travailler la saveur des mollusques, jusqu'à obtenir cette subtilité qui fait la marque de la région.
Quand tu l'amènes après sur un parc qui subit des marées, sur estrang que l'on appelle, elle concentre son énergie à faire du mollusque. Le métabolisme change et c'est un truc qui est extraordinaire. Et en même temps, si tu les mets sur un parc qui est mouvementé juste au balancement des marées, et bien là, le s'entrechoque et donc il y en a une coquille qui devient bien calcifiée, bien costaud. Donc si tu veux faire dans les règles de l'art le métier, elles ont fait 2 ou 3 ou 4 endroits différents. Elle n'est pas explosive par rapport à d'autres qui sont iodées ou très salées. Et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que en fait, elle est bonne. Elle est bonne, elle n'est pas écœurante, elle n'est pas trop salée, elle n'est pas trop iodée, elle est juste équilibrée. Elle est équilibrée et puis en fait, tu t'aperçois en plus après que quand tu continues à la manger, eh bien, elle reste en bouche, plus que d'autres huîtres. C'est ce qui fait la particularité des huîtres du bassin. Ce goût de noisette explose et puis tout d'un coup, elle est là. Le métier, c'est tout ça. C'est de la créativité, c'est de l'art, hein, c'est un métier artistique. L'art de jouer avec la nature, les caprices de la mer et ceux de la météo, c'est aussi le travail de Christophe Castin, qui pêche le bar depuis 30 ans sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, le temps est vraiment pas joli. On voit là-bas que c'est noir, noir, noir. On va tenter le coup, on va aller voir. Allez. Le bar, c'était déjà quand j'ai commencé et déjà pour mon grand-père le poisson à pêcher. C'était le poisson qui se vendait le mieux. Il y a toujours eu du bar dans le bassin. Puisque sur certaines demeures, même de Gujan-Mestras, où il y avait des maîtres de barque, ils avaient déjà dessiné des poissons qui ressemblaient drôlement à des bars. Et ça, c'était des maisons qui ont été construites il y a un siècle et demi déjà. C'était vraiment un poisson emblématique, oui, du bassin. Le bar peut être pêché toute l'année. Quand la plupart des poissons frileux fuient l'hiver, le bar, lui, reste. Il cherche alors les profondeurs de la mer, là où les températures sont plus clémentes. Christophe Castin sait bien que ces zones se situent à l'entrée du bassin, mais il doit aussi choisir le bon moment pour lancer ses filets. On met les filets 20 minutes avant la marée dans l'eau pour que 20 minutes après ils soient levés. L'idéal c'est de tourner, de faire des grands cercles, de faire comme un escargot finalement avec le filet. Comme ça le poisson au fond, si l'eau est sale, il se prend dedans, si l'eau est propre, il voit le filet, il le longe et à ce moment-là il se fait prendre dans l'escargot. Les conditions météo et les mystères de la nature font varier le nombre de poissons qui veulent bien se laisser attraper dans les filets du pêcheur. Avec une moyenne de 50-60 kg par jour en saison, il est arrivé à Christophe de hisser jusqu'à 700 kg de bar, tout comme il lui arrive parfois de n'en remonter qu'un ou deux. C'est surtout une méthode de pêche qui nous permet d'attraper le poisson tout vivant. Donc tous les poissons que l'on remonte, ils sont vivants dans les filets, au contraire de certaines méthodes de pêche à l'océan où quand on remonte le poisson, il peut être mort. Donc ça nous permet de pouvoir relâcher les poissons qui ne font pas la taille. Ça nous permet d'arriver à la criée et d'avoir un poisson qui est toujours magnifique. Afin de préserver les stocks naturels du bar et lui permettre de se renouveler, la réglementation actuelle fixe la taille minimale du poisson pêché à 38 cm. Christophe applique vigoureusement les règles, peu importe le nombre de poissons pêchés. Et mon deuxième, il fait 39. Voilà. Il y en a un pour moi et un pour mon épouse ce soir. Voilà, on a le repas. Je sais que par rapport à mon arbre généalogique, je suis là depuis 1680. Enfin, ma famille est là depuis 1680. Donc on a toujours été sur le bassin. Pêcheurs, ostréiculteurs, vendeurs de poissons, vendeurs de ce qu'ils pouvaient, mais ils ont toujours été ici. Donc moi j'ai appris le métier de mon père. Il me l'a appris, sa passion, il me l'a transmise. Et cette passion-là, je finis par vraiment aimer et adorer tous les jours que je vais travailler, quoi. Même les jours où il ne fait pas beau, même les jours où il pleut, même les jours où il vente, je prends plaisir à aller travailler. Bien sûr, s'il y a du poisson, c'est mieux. En tant qu'éleveur, Fabrice, lui, est certain de ne pas rentrer les mains vides. Donc là, une fois qu'on est revenu de la marée, qu'on a déchargé le bateau, on les met dans cette trémie, on appelle ça une trémie. Donc il y a de l'eau sous pression, de l'eau salée sous pression qui arrive. Et donc ça crée un lavage. Il y a un tapis roulant qui amène les huîtres sur un autre tapis roulant et sur lesquels on va
on va trier les huîtres par la suite. Débarrassées de la vase et autres dépôts marins, les huîtres sont ensuite triées par taille. La catégorie 1 désigne les plus gros mollusques et la 5, les plus petits. Dans le numéro 3, le numéro 2, sont vraiment les huîtres consommées le plus. C'est vraiment les goûts, les couleurs, mais malgré tout, chez les spécialistes, une belle huître de numéro 2, numéro 1, bien charnue, ça va être quelque chose de très intéressant. Et lorsqu'une huître est appelée spéciale, on parle alors de caractéristiques bien spécifiques. En fait, on prend la masse totale, le poids du mollusque égoutté, et puis on fait un rapport, et quand ça passe le QOF de 10 et quelques, eh bien on rentre dans la catégorie spéciale, et plus ce rapport va être conséquent, plus l'huître va être susceptible d'avoir de meilleures sensations en bouche. La réglementation encadrant l'ostréiculture est très stricte. Après leur calibrage, les huîtres se reposeront quelques heures dans des bassins d'eau où elles seront filtrées et délivrées de tout résidu. On arrive d'une catégorie sur le bassin d'Arcachon qui est la majeure partie des parcs à huîtres en catégorie A. Ça veut dire que l'eau n'a aucune statistiquement possibilité de pouvoir être contaminée par une bactérie qui peut vous donner le maximum un mal au ventre. Ça, c'est la majeure partie du bassin, c'est ça. Et puis en fait, après, il y a la catégorie B qui peut être des parcs qui sont un peu plus près des zones portuaires ou comme ça. Et là, par moment, s'il y a de la pluie comme ça peut. Donc c'est le circuit de filtration, stérilisation, réfrigération, pour que le soit tout à la même température, toujours dans la même condition. Fabrice peut enfin garnir les bourriches de ses huîtres en fonction des commandes qu'il reçoit des professionnels et des particuliers. De gros investissements dans le système d'assainissement des eaux usées permettent aujourd'hui à 80% des zones ostréicoles du bassin de bénéficier d'une excellente qualité d'eau. Le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon souhaite mobiliser les acteurs locaux, comme Fabrice et ses confrères, autour d'une future marque, le CIBA. Objectif : valoriser les produits du territoire tout en protégeant l'environnement. Très investis dans ce projet, Isabelle Galinier et Mélina Roth vont régulièrement à la rencontre de ces acteurs économiques. Bienvenue dans... C'est pas un label, une marque de territoire. C'est un engagement collectif pour afficher une nouvelle ambition pour le bassin et devenir tous acteurs dans la promotion et la préservation de cet espace pour qu'on puisse tous rentrer dans un développement vertueux qui est plus on développe, plus on préserve. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir une huître qui est bien remplie. Alors là, on est au début de quelque chose de bien. Voilà, parce que chacun aussi va se mettre son niveau d'exigence en termes de qualité du produit. Bien sûr. S'il y a bien un produit qui est vraiment identitaire au bassin d'Arcachon, c'est l'huître Arcachon-Cap-Ferret. On vient sur le bassin déguster des huîtres parce que c'est un petit morceau du bassin qu'on déguste. Et je pense que les ostréiculteurs ont de plus en plus envie de faire parler de leur savoir-faire sur le bassin, qui est quand même très particulier, plus que sur l'identification même du produit. Avant tout, avant que le commerce se fasse sur le produit et qu'on parle d'argent, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment se dire d'où ça vient, comment on le fait, dans quelles conditions, dans quel accueil on va créer ce produit. Et après, à la fin, le mot commerce arrive. Effectivement, ça permet de dépasser le clivage production-préservation. Au contraire, là, on montre qu'on est sur... Les efforts de protection sont déjà en cours et portés par plusieurs acteurs de longue date. L'assainissement, la qualité de l'eau, autant d'efforts qui ont été pris en charge déjà bien avant la création du parc et qu'il convient maintenant de continuer, de poursuivre. Et donc pour continuer justement à avoir un milieu qui permet l'ostréiculture avec des très bonnes qualités d'eau, qui permet la pêche et qui permet une capacité d'accueil très favorable pour les espèces qui viennent sur des voies migratoires plus larges, que ce soit les espèces marines ou les oiseaux. Le mot récolte, ça veut dire qu'on est cultivateur, ça veut dire qu'on cultive. Il y a du travail derrière. Et on cultive le milieu en symbiose avec la nature. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'elle veut nous donner, il faut savoir lui rendre par moment. Et le produit fini, c'est vraiment ce que l'âme de l'ostréiculteur et la nature a permis. Ce matin,
les premiers à bénéficier des richesses de la mer sont les marailleurs et les poissonniers locaux. Loin d'être une agitation bruyante, les enchères de la pêche se déroulent dans un calme imperturbable. Christophe vend ici son poisson 2 fois par semaine. Ce matin, c'est Stéphane Le Tortorec qui a acheté son bar, un poissonnier local que Christophe connaît très bien. Bon, Stéphane. Salut Christophe. Comment tu vas? Ça va? Je venais voir. Ouais. J'ai vu que mon poisson était parti, c'est toi qui l'avais acheté? Oui, j'ai fait un beau bac de bar. D'accord, ouais. C'est impeccable. C'était pas donné. Il y en a beaucoup moins, c'est sûr. Mais par contre, pour nous, le prix est intéressant. Donc, Ouais, voilà. toi, un peu moins. Pour moi, nous, un peu moins. le Pour prix les est clients, un peu intéressant, moins, c'est mais- ça. Ouais. C'est des gros marailleurs d'Arcachon qui achètent mon poisson. Mais il y a aussi toutes les petites poissonneries autour du bassin d'Arcachon, jusqu'à Bordeaux, pratiquement. Ces gars-là descendent à la criée d'Arcachon et viennent acheter le poisson. Après, tout le surplus est vendu à des gros marailleurs qui, eux, l'envoient sur les gros marchés comme Rungis. C'est quand même un poisson de qualité, il n'y a pas mieux quoi. En qualité, c'est le top. Il n'est pas abîmé dans les filets, il n'est pas abîmé au chalut aussi. Donc là, il le pêche, il les encercle, et puis il est sorti de l'eau de suite, quoi. Que d'autres pêches va être un peu plus abîmé, quoi. Aux côtés de ce bel étal de poissons frais, Stéphane propose également un rayon traiteur, où fruits de mer et poissons du bassin sont honorés à travers des recettes maison. Aux commandes de ce rayon bien garni, Emmanuel, qui s'apprête aujourd'hui à cuisiner le fameux bar pêché par Christophe. Alors la chair du bar, c'est une chair qui est très très ferme, qui se tient bien à la cuisson, que ce soit poché, que ce soit grillé, que ce soit poêlé, comme là on va le faire. Et l'avantage c'est que là il est super frais, donc ça va être un poisson délicieux. Mais ce n'est pas tout. Selon ses adeptes, le bar d'Arcachon aurait également un parfum inimitable. Certains disent qu'il a un petit goût de noisette quand on le cuit, mais bon. il y a un petit goût bien sûr par rapport au bar qui est pêché en Méditerranée. Il a vraiment un petit goût bien particulier, bien iodé par rapport à ce qu'il mange, parce qu'il mange beaucoup de petits crabes, des choses comme ça. Donc il a vraiment un parfum différent d'un bar qui vient de la Méditerranée. Voilà. Là, pour la recette aujourd'hui, on va avoir besoin de lui inciser un petit peu la peau, comme ça, juste une petite incision, pour éviter que lors de la cuisson, il se rétracte. Donc il va bien rester à plat. Voilà. Voilà, donc ici les gens ils aiment bien le voir entier, avec des légumes autour, des légumes juste cuits comme ça avec un petit bouillon. Il faut que ça ait de la saveur tout de même, mais pas d'épices qui puissent dénaturer le légume ou le bar. Laissons le bar de Christophe dans l'attente de futures papilles gourmandes pour retrouver Fabrice dans la cabane à dégustation qu'il tient avec son épouse, Géraldine, tombée amoureuse aussi de la région. Moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis, comme on m'a souvent dit ici, une étrangère. Moi, j'arrive, je suis une 100% pur beurre. Moi, je suis malouine. Je suis née, j'ai grandi à Saint-Malo. Et après, c'est un peu les mystères de l'amour. Tenez, je vous laisse regarder 2 minutes, je reviens vous voir. Donc, Dès sa rencontre avec Fabrice, piquée elle aussi par la passion des huîtres, Géraldine quitte son emploi d'infirmière et le rejoint dans sa production ostréicole, tout en se faisant une place bien à elle. Et la dégustation, c'est vraiment ma partie, un peu mon bébé depuis maintenant 15 ans, où c'est moi qui ai voulu la développer beaucoup. Et ce qui est gratifiant, c'est de vendre ce produit en cycle court. C'est-à-dire que c'est ton produit, tu sais d'où il vient. Moi, j'ai toujours dit que vendre quelque chose, je sais le vendre si je l'aime. Alors chez nous, la tradition, c'est vraiment de manger les huîtres accompagnées ou d'une saucisse, d'une crépinette ou d'un petit morceau de pâté. Quand les vieux partaient à la marée il y a quelques années, en général, ils n'avaient pas toujours le temps de faire le casse-croûte. Donc il y avait toujours au moins des huîtres à bord et du pâté. Donc en fait, pendant le déjeuner, bien souvent, c'est un gnac d'huître, un gnac de pâté. Il y a une riche histoire au niveau de la production ici, auprès de Napoléon, et des parcs, tout ce qui est parc Impératrice, tout ce qui est parc au niveau de l'île aux oiseaux, ou au niveau de l'île aux oiseaux, tu avais les cabanes Tianquet, qui ont été faites pour garder les parcs impériaux, justement. Donc c'est une histoire qui me rappelle un petit peu la Bretagne, où tu as quand même une certaine culture identitaire assez riche. C'est super. On se régale. Ouais. Donc on n'est pas sur des grosses huîtres, mais elles sont très charnues. Donc c'est ça qui est intéressant. Elles sont délicieuses.
C'est pour ce qui est de la provenance. J'ai beaucoup de fierté à être arrivés là où on en est tous les deux, à s'être battus là où beaucoup de gens nous donnaient perdants. Je vois maintenant, quand on s'est installé en 2002, nous étions 2-3 cabanes ostréicoles. On était pris pour des utopistes et des rêveurs. Et là, maintenant, on est 101 cabanes, 15 ans après, sur le domaine public maritime. Oui, merci. Au revoir, messieurs, dames. Pour Fabrice et Géraldine, le lien direct entre l'ostréiculteur et le consommateur a été primordial pour le bon développement de leur activité. De son côté, Christophe tente lui aussi de faire connaître son métier à des touristes. Je travaille sur le bassin avec un bateau promenade maintenant depuis 30 ans. Et depuis maintenant 6 mois, je suis devenu président de ma société donc, où on gère une trentaine de bateaux qui font les promenades sur le bassin. C'est Benjamin qui mettra la deuxième. Très bien, ça sera son filet. On va voir qui c'est qui va gagner. Ouais, c'est moi le premier. Ça, c'est le bar du bassin. Il est beau. Tu veux le sortir? Tu veux essayer? Comment on fait? Alors, en fin de compte, il a des petites épines qui sont à l'envers ici. Donc il faut venir se chercher la maille dans un sens pour la faire de l'autre. Il faut le... Donc tu fais comme ça et voilà. Et après tu le dégages. Et une fois que les ouïes sont dégagées, tu le fais glisser. Pourquoi il est si rouge là? Parce qu'il est frais. Ça s'appelle un poisson frais. Christophe fait découvrir les gestes quotidiens de son métier à ses visiteurs, curieux d'apprendre de nouvelles choses sur les poissons qu'ils consomment au quotidien. Moi, je valorise simplement mon métier et mon travail en essayant de le faire partager. Mais c'est souvent que l'été, j'ai des enfants, des parents avec des enfants, je peux avoir même des personnes âgées qui viennent en couple. À partir du moment où la personne est demandeuse, elle a envie, tout va bien, quoi. Je veux dire, si on va dans un musée, on n'est pas forcé d'aller dans un musée, on aime ça, quoi. C'est la même chose, quoi. Donc moi, je leur fais visiter mon bureau et mon musée. La mer, tel un musée, et le savoir-faire, tel un art. Christophe, Fabrice et Géraldine valorisent leur région à travers leur amour de l'histoire et de la culture locale. Ils assurent aussi la survie des métiers de leurs ancêtres, en renouant le lien avec le consommateur à travers des activités modernes et un partage généreux des savoirs. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous prépare un carpaccio de bar mariné aux agrumes, tartare d'huîtres et poivre de Timut. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un bar de 1,2 kg environ, 12 huîtres creuses du bassin d'Arcachon, une mangue, un avocat, un citron jaune, un citron vert, une orange, une racine de gingembre, 100 g d'huile d'olive, poivre Timut, 100 g de pluche de cerfeuil, 500 g d'eau, 3 g de gros sel, 1 g d'agar-agar, un pamplemousse, des pousses d'herbe et de la fleur de sel. Pour la marinade du bar, pelez les mangues et coupez la chair en dés de 1 cm environ. Pelez les avocats et coupez la pulpe en dés de 1 cm environ. Dans un saladier, râpez les zestes de tous les agrumes après les avoir lavés. Pressez les agrumes et filtrez leur jus. L'ajoutez à la préparation et râpez le gingembre. Et terminez par l'huile d'olive et le poivre pilé au mortier. Ce qui est intéressant pour ce poivre dans cette recette, avec ses avocats, avec ses agrumes, c'est que c'est un poivre qui est vraiment très agréable, avec des notes de pamplemousse mélangées et réservé au frais. Pour le coulis de cerfeuil, dans une casserole, faire bouillir l'eau avec le gros sel. Plongez les pluches de cerfeuil préalablement lavées durant 5 minutes, glacez-les en conservant l'eau de cuisson. Bien égouttée, ajoutez à ce moment l'agar-agar avec 90 g d'eau de cuisson frémissante, puis mixez finement, laissez prendre quelques minutes et réservez au réfrigérateur. Pour le bar, l'idéal est de faire lever les filets de bar par votre poissonnier. Découpez les filets en tranches fines, les déposer côte à côte sur du papier sulfurisé, badigeonner de marinade et recouvrir à nouveau de papier sulfurisé. Filmer et réserver au frais. L'idéal pour ce carpaccio est de le laisser avec la marinade 2 à 3 minutes. Maintenant, si vous préférez un carpaccio un petit peu moins cru, un petit peu plus cuit, tout simplement, laissez mariner 5 à 7 minutes.
Passez les huîtres dans un couscoussier ou un panier à vapeur pendant 4 minutes. Une autre technique pour ouvrir les huîtres, vous les mettez à 180 degrés dans un four chauffé, 1 minute, dès que l'huître baille, vous la retirez, sortir les huîtres de leur coquille et les découper en morceaux. Les mélanger avec les dés d'avocat et de mangue, assaisonner d'un peu de marinade. Dressez le bar découpé en triangle sur le côté droit de l'assiette. Sur la gauche, utilisez un cercle pour ajouter la préparation à base d'huîtres, de mangue et d'avocat. Faire des points de coulis de cerfeuil et déposer des morceaux de pamplemousse. Ajoutez enfin un peu de marinade et de poivre de Timut sur le carpaccio. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très bientôt.